Voici maintenant nos informations. Sur la scène locale, l'occupation se poursuit toujours à la taverne chez Willy, où, comme on le sait, 2 piliers de l'endroit ont décidé de défier la loi visant la fermeture des dernières tavernes qui ont refusé de se transformer en brasserie. Il semble que la présence des femmes dans ces établissements soit à l'origine de ce mouvement de contestation. Le porte-parole des occupants, un certain Louis Larivière, a déclaré, et je cite, que l'objectif de leur lutte était de boire toute la bière avant que le pire arrive. Ça fait à peu près 20 fois, je te dis, non? Ça fait pas 20 fois, ça fait 75 fois! Oh, du folle, oh, du folle, oh, du folle! Ah, Si. T'es-tu bon? Est-ce que vous pourriez survivre à la disparition des tavernes? La taverne. Ben oui, justement, je peux vous en parler. Ça fait des années que je viens ici. C'est comme ma famille, ça. Wow! Hein? Ça fait wow? Ça fait wow, c'est très fun de voir ça. Ça me donne le goût de consulter les archives. Ah! Ben, Tu te souviens plus de rien. Non, c'est ça, hein, on oublie des choses, on se rend compte qu'on oublie des choses. Marc Messier, Marcel Gauthier, et celui qui, moi, je pense, en sait peut-être plus sur les coulisses que vous deux, parce que lui, il les a vus. Vraiment, merci beaucoup, Maxime Laflaguet, d'être là. Justement, comment on se sent quand on voit l'histoire comme ça, en condensé? Ben, c'est très, très émouvant de voir ça, évidemment, puisqu'on ne le voit pas souvent. Hein. On oublie avec les années. Non, c'est très émouvant. Écoutez, c'est une large partie de notre vie. Et non, moi, ça m'émeut beaucoup de voir ça. On voit toutes les années le succès absolument incroyable de cette pièce-là qui nous a transportés pendant des années et qui a été tellement importante. Comment je veux saluer Michel, en passant, qui n'est pas là, qui est un peu le pilier de toute cette troupe-là et le capitaine de cette équipe, vraiment, pendant toutes ces années. C'est lui qui nous a rassemblés. C'est avec lui qui a toujours été le gars fort en avant qui était là. Alors, écoutez, la prochaine fois, il sera là, probablement. Exact. C'est pour ça qu'on a les archives, pour être sûr qu'on n'oublie pas, justement, toute sa contribution aussi. Hein? Maxime, justement, votre père était le ciment, c'est ce qu'on comprend. Est-ce que la pièce a pris beaucoup de place à la maison? En grandissant, là, est-ce que ça avait comme... moi, j'ai grandi dans une entreprise familiale. Là, je peux dire que ça prenait beaucoup de place à la maison. Fait que c'est pour ça que j'étais curieuse de poser la question. Ça fonctionne en négatif. C'est-à-dire que c'est l'absence de mon père. Ça prenait pas de place. Ça créait du silence. Mais, dernièrement, j'ai eu une conversation avec mon père, dans les dernières années. Puis mon père m'a dit je regrette d'avoir été absent tous ces soirs-là, d'avoir eu à aller jouer tous les soirs. Puis mon frère et moi, on s'est regardés, on était là tous les deux. Votre frère qu'on salue. Mon frère qui est là, salut. C'est ça. Puis Charles. Puis on s'est regardés, on s'est dit, mais t'étais jamais, en tout cas pour moi, puis mon frère aussi, je pense la même chose. Mon père n'a jamais été absent. Au contraire, c'est un père super présent. Fait que il partait jouer brou
énormément de soirs. Mais quand il était là avec nous, il était présent, là. puis ça jouait, puis ça luttait, puis c'était vraiment le fun. Fait que Michel avait ce talent d'être présent même quand il n'était pas là. Comme ce soir. Ben, comme ce C'est soir. pas donné à tout le monde. Justement, d'avoir ce pouvoir d'être, c'est ça, d'habiter, finalement, d'être là, de faire rêver, puis de faire avancer les choses, même dans son absence. Michel aimait tellement jouer Brou. Oh, mon Il Dieu. aimait tellement ça, là, qu'il aurait sacrifié tout pour que ça continue. Donc, même la vie de famille proche avec ses enfants, c'était pas plus ou moins grave pour lui. Il aimait tellement ça. Puis il savait qu'il allait se reprendre. Ouais. Il savait qu'il allait se reprendre un jour. Oui, puis on en a parlé tout à l'heure avec ma mère qui m'a rappelé que, en fait, les fins de semaine, au début, les gars jouaient la fin de semaine. Oui. Puis à un moment donné, après 10-15 ans, on n'est pas trop sûr des dates, mais les gars ont arrêté de jouer la fin de semaine pour être avec leur famille. Ah. Donc, quand même, ils n'étaient pas prêts à sacrifier tant que ça sa vie de Non, mais famille. t'as raison. On a tous allumé là-dessus. À un moment donné, Brou marchait tellement année après année, Oui. avec 200 représentations au début. On a diminué un petit peu tranquillement, mais ça marchait tellement qu'on s'est dit, ben, tu sais, on jouait du mardi, mettons, au dimanche ou au samedi inclus. Et puis là, on s'est dit, peut-être qu'on devrait s'essayer dans le but d'avoir une vie de famille. Ben, ce qui tient la On route, n'était hein. jamais là le week-end, jamais. D'avoir une vie avec des amis aussi, d'avoir une vraie vie, quoi, tu sais. Fait que là, À ils ont part commencé le à jouer métier. de 9 à 5. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, le public vous a suivi tout le temps. Ouais. Et si on retourne à la genèse, quand vous faites appel, comme le disait Hélène, à différents auteurs et qui vous livrent les textes, est-ce que vous le savez, que vous tenez quelque chose de Non, fort? on l'ignore complètement. On ne sait même pas qu'on a une comédie dans les mains. OK. On a des textes qu'on travaille et puis qu'on coupe, qu'on réécrit aussi, puis on s'enligne, on commence à jouer. Et puis, oups, on se rend compte que ça rit beaucoup. Alors, on a développé toute notre mise en scène et notre jeu à rendre la comédie efficace, plus efficace encore à chaque fois. Et puis, ben, en fait, c'était notre histoire, ça, dans tous les spectacles qu'on a fait auparavant aussi, notre compagnie de théâtre Les Voyagements, ben, c'était ça. C'était toujours de la comédie, en fait, disons de l'humour, plus que de la comédie. Parce qu'il faut connecter, c'est pas rien de connecter avec les Québécois, avec autant de Québécois. Il y a des gens qui l'ont vu là, de multiples fois, la pièce. Donc, ça veut dire que vous touchiez quelque chose d'hyper important, Marc Messier? Oui, on s'est aperçu quand même assez tôt, dès le soir de la première. On a monté ça, nous, on y croyait, on pensait que le sujet était intéressant. En fait, c'était de se moquer un peu du comportement masculin qui était dans les tavernes. En fait, il y avait une espèce de degré, évidemment, où on voulait un peu dénoncer, le mot est peut-être un peu fort, mais rire, en tout cas, du comportement macho des gars de taverne. Mais ça a-tu été pris de même ou ça a été pris au Ben, premier ça a été degré, pris au premier degré que c'était finalement la place où les gars se retrouvaient? Bien, c'est ça qui est drôle, parce qu'au départ, nous, on avait à peine 30 ans. Alors, on jouait des bonhommes qui avaient 50, 60 ans, et le degré, et comme on jouait dans un petit théâtre d'essai, le degré était comme clair. Tu sais, on était des jeunes comédiens, puis des jeunes qui se moquaient des comportements de leur père, etc. Et lorsque nous eûmes l'âge de ces Oui, c'est ça. personnages, Quand on arrive à cet âge-là, on a perdu une coupe de degrés. Et là, il y a beaucoup de gens qui voulaient la pièce de façon beaucoup plus réaliste. Oui. Alors, c'est ça qui était aussi l'avantage de jouer cette pièce-là, c'est qu'elle pouvait être prise de toutes les façons possibles. Il y en a qui la prenaient au premier degré, il y en a qui la prenaient au troisième degré, il y en a qui ont fait des thèses d'université dessus, puis il y en a qui se contentaient, il y en a qui c'est la seule pièce qu'ils ont vue dans leur vie et qui sont venus la voir souvent. Donc, c'est pour ça, je pense aussi que les textes étaient abordables et puis les gens prenaient bien ce qu'ils voulaient de cette pièce-là et ça faisait rire tout le monde. C'est ça qui est assez unique. C'était confondu à un moment donné aussi un peu avec l'humour. Oui. Les gens, en général, je pense que les gens en tournée et tout, ils ne se disaient pas on va voir une pièce de théâtre, en général. Ils allaient voir un spectacle. Ils allaient d'humour. voir Brou. Ils allaient voir Brou, C'est ils ça. allaient rire à Brou, tu sais. Fait que c'est entre une pièce de théâtre et un spectacle d'humour, mais c'est un regard sociologique aussi sur le Québec. Puis moi, je suis curieuse de voir, quand on est ado et que son père joue Brou,
Puis que les chums, ils voient ça comment? Au premier, au deuxième, au quatrième degré? Bonne question. Je me souviens pas leur avoir demandé ou en avoir discuté avec eux. Surtout pas à dos. Le cortex préfrontal, il est très, très limité. Mais la bière prend de la place à dos habituellement, ou en tout cas quelque part un peu plus tard, jeune adulte. Mais mon rapport avec Brou, dans cette période-là, je peux me concentrer là-dessus, mais tout au long de ma vie, j'allais le voir au moins une fois par année. OK, toujours. Oui. Puis mon père nous donnait des billets de faveur. Il disait, hey, les gars, j'ai 2 billets de faveur à Québec dans 2 semaines ou à Montréal. C'est plus facile d'accès. Mais bref, un peu partout. Puis là, je disais, OK, merci. Fait que là, tout de suite, je me mettais sur le téléphone, j'appelais mes chums, je leur disais, hey, là, j'essayais de me dire qui c'est qui l'a pas vu, donc, dans mes chums. Ah oui. Puis là, j'en appelais un, il disait, non, je l'ai vu, tu m'as amené l'année passée. Moi, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Mais finalement. Mon Dieu, pour un comédien, c'est rare, ça. Une bonne mémoire, c'est pas la même mémoire. Ah, OK, parfait, d'accord. Il y a plusieurs J'en types de mémoire. apprends des choses ce soir. Ouais. Et donc, c'est ça. Fait que j'ai finalement invité pas mal tous mes chums à aller le voir. Puis c'était ceux quoi que j'ai leur pas appelés, réaction? c'était pas des bons chums, finalement. Mais c'était quoi leur réaction? Parce qu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Donc, de regarder des gars d'une autre génération, et ça existait, là, les tavernes. Là. Tantôt, je me disais, mon Dieu, je suis privilégiée de m'asseoir avec des gars dans une taverne, là, parce que moi, c'est pas un privilège. C'était déjà une légende, Brou, quand moi, j'étais ado. Légende, je veux dire, ça a commencé en 79, je suis né en 82. Fait que quand je suis né, les gens savaient déjà c'était quoi. Fait que quand j'étais ado, 15 ans plus tard, on parle en 97, tu sais, c'était, mettons que les gens savaient c'était quoi. Oui, c'était déjà rendu. Mes chums, quand je les invitais, il y avait des étoiles dans les yeux, ils capotaient bien raide. Je les amenais dans les coulisses en arrière, puis là, il était blanc ou il suait ou je sais pas quoi, mais là, il rencontrait les gars, puis... Mais il était, oui, parce que ça a conquis tout le monde, Brou. Je veux dire, tout le monde riait, tout le monde a regardé ce show-là de même. C'était extraordinaire de voir les gars aller, puis surtout, plus les années passaient. J'ai jamais vu les premières moutures, mais... Tu sais, en fait, il n'y a eu qu'une mouture, là, je ne veux pas faire d'erreur. Mais elle a évolué. Les premiers shows, je n'ai jamais ça. vu, mais moi, la première fois que je me souviens avoir vu le show, c'était déjà rodé à l'os, là, tu sais. Fait que ça a juste... Le timing puis la complicité entre les gars est devenu... tu sais, c'était de la haute voltige, là. Je veux dire, il y a personne, presque personne peut dire qu'il a déjà vu un show, une comédie ou un show d'humour, là, appelle ça comme tu voudras, aussi finement rodé que ça, là, tu sais. Fait que mes chums, ils allaient rencontrer les gars après, puis ils me parlaient plus de ça que du contexte socio-historique. Ouais, ça avait du bon sens. Non, mais ce qui est important aussi, je pense à ça, c'est que quand on parle que tout le monde voulait voir Brou et l'a vu des gens très, très différents, c'est que on a toujours, nous, essayé de conserver aussi, et on tenait beaucoup à cette espèce de fond de tristesse qui avait associé à ce lieu-là aussi. La nostalgie. L'espèce d'aliénation. Mélancolie, plus. Des mélancolie. gens qui fréquentaient. Tu sais, c'était subtil, mais c'était là. Nous autres, on jouait cette pièce-là en se disant, il n'y a rien de drôle là-dedans, là. Mais c'était de la comédie. On n'appuyait pas là-dessus parce que c'était pas le propos. Mais ça, c'était bien important. Mais c'est intéressant parce que Maxime disait c'était devenu une légende déjà au début des années 90, puis dans les années 90. Quand ça devient une légende, justement, il faut continuer de la faire évoluer. Hélène y faisait référence. Comment vous choisissiez de faire évoluer des parties de texte ou de changer des parties de contexte pour justement venir faire écho à la réalité du moment? Bien, il y a des choses qui sont passées. À un moment donné, avec les années, il y a des choses dont on parlait au début qui n'existaient plus. Alors, il fallait changer quelques petites choses, mais il n'y a pas tant de choses qui ont changé que ça. Le nom des joueurs de hockey? Ouais, des choses comme ça, tu sais, pour que les gens aient des rapports avec ce qu'on disait. Mais en fait, c'était beaucoup les conflits entre les personnages et ce qui se passait entre les personnages. Et ça, c'est classique. C'est le gros qui tape sur le petit. Puis, tu sais, je veux dire, ça existe depuis que le monde existe. Alors, mais ce qu'on a beaucoup développé, nous, et on se disait tout le temps, notre grand ennemi, c'est de devenir automatique. Oui. Ça, on de le prendre pour acquis? C'est pour prendre pour acquis et
l'automatisme, ça peut rentrer dans la pièce sans que tu t'en aperçoives, puis dans ton interprétation. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a arrêté de jouer autant, parce que la première année, quand on pensait tout le temps que ça allait finir, on se disait, ben on va jouer, puis on a joué 200 fois, puis après ça, on a toujours diminué pour aussi qu'il n'y ait pas cet automatisme qui nous gagne. Puis on se donnait des congés, puis on essayait de garder la pièce fraîche. Puis vous vous surpreniez aussi beaucoup. Ouais. On travaillait énormément sur le texte aussi, pas pour le changer, le chambouler gratuitement. Mais c'était une façon pour nous de rester bien concentrés tout le temps, c'est-à-dire d'essayer de toujours améliorer une ligne. Un punch qui marche un peu moins à un moment donné, on avait le droit de faire de la recherche. Les auteurs nous ont permis de le faire aussi. Alors, on pouvait s'essayer le soir, tu sais. Des fois en surprenant l'autre, mais des fois aussi en connivence. On en avait parlé. Ce soir, j'essaye telle affaire, telle réplique pour voir. Puis tout à coup, c'est merveilleux le théâtre parce que des fois, tu trouves une bonne ligne, c'est sûr. Mais des fois, tu fais juste changer une virgule de place. Un respire. Et tiens, ça y est. Tu viens de retrouver quelque chose. Mais je trouve ça intéressant parce que effectivement, donc vous avez poli, vous avez essayé, mais surprendre l'autre, ça pouvait ressembler à quoi? Ah, ça, écoute. Ah, ça. C'est une longue histoire. Il est arrivé des choses. Beaucoup d'anecdotes. Ouais. Oui, il y a beaucoup d'anecdotes, plus ou moins Ben, ça en prend quelques-unes ce soir. On parle d'archives, là. Tu sais, on veut justement. Au moins une. Les techniciens, en coulisses. Que tu voulais raconter, non? Non, c'est la fois du bûcher, la fois du bûcher ou la fois du quoi? le bûcher. Le bûcher? Moi, te le compté tantôt. Elle est pas Ouais, mais là, racontable. non, mais elle n'est pas racontable. Michel, Non. à un moment donné, pour faire une blague, Michel s'était mis, tu sais, c'était drôle. il s'était mis des trucs en arrière des oreilles pour avoir les oreilles décollées. Et il s'était mis comme du masking tape ou je sais pas trop quoi. Puis là, on était enceinte. Et c'est ça qui était très drôle. C'est que quand on essayait de dire quelque chose pour que l'autre rit, généralement, c'est celui qui le disait qui riait le premier. Alors, il est rentré en scène, les oreilles complètement décollées. Et là, Marcel et moi, on le regarde vraiment se forçant pour ne pas rire. Évidemment, on le regarde comme ça. Vraiment. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Et lui qui avait la scène sur le dos, il a ri tout le long. Il a ri tout le long. Et quand on jouait en anglais, j'avais toujours cette ligne qui était... Puis Michel, qui vient du Lac-Saint-Jean, puis qui parlait pas anglais vraiment. En tout cas, puis c'était extraordinaire. C'est pour vous dire, il jouait le personnage de Pointu, puis les gens dans la salle étaient morts de rire, là. Il réussissait à passer sa comédie. Puis il y avait des soirs où on jouait, tu sais, 2h30 de franche comédie en anglais, quand c'est pas ta langue. Mais c'est vraiment, quelque chose. C'est incroyable, là. J'y pense aujourd'hui, c'était vraiment incroyable. Et des soirs, on jouait, je me rappelle un soir, on jouait à Toronto, puis il forçait, puis il y avait la veine sortie dans le front. Puis moi, je jouais le waiter, puis à un moment donné, je lui dis en sourdine, « Serais-tu plus confortable en français? » de me dire ce que tu me dis. Il me regarde, il avait quasiment une larme aux yeux. Ça, la première fois qu'on a joué en anglais, c'était à Lennoxville. Et pourquoi avoir décidé de la jouer en anglais? Bien, ça faisait 3 ou 4 Pardon? fois. On voulait jouer. Oui, nous autres, on voulait monter ailleurs. OK, Broadway. Tu sais, ça allait très bien au Québec. Alors, on s'est dit, tiens, on va faire une petite expérience en anglais pour le fun. Incroyable. Ouais. Alors, bon, on s'essaye, on répète, envoie donc. Puis, à un moment donné, vient le soir fatidique à Lennoxville. On aurait voulu tout annuler, se casser les jambes. Aller se cacher en dessous de son pour lit. ne pas être là. Finalement, on l'a fait. Ça a été pas mal avec un track incroyable. Mais on l'a joué après. On l'a joué à Toronto, à Vancouver. Puis la réception était bonne de la même façon Elle était bonne. parce qu'il y a un langage universel. Les ça. gars entre eux. Il y avait juste une différence. C'était la scène de l'anglais. Oui. Où là, lorsqu'on jouait en anglais, ça voulait plus rien. La fin de la scène ne voulait plus rien dire pour eux. Alors, quand l'anglais se levait et quittait la salle, et quittait la scène, les gens se mettaient à applaudir. Parce que, et en français, ça continue. Les deux Québécois continuent de se parler en anglais, en bonnes aliénés qu'ils étaient. Alors, Going to wash my head, my brain. Ouais.
Ah non, il est arrivé. Maxime, est-ce que vous connaissez la pièce par cœur? Maxime, oui. Oui. Maxime, il est Il n'y a prêt pas à de prendre mémoire la sur ses relève. chums, mais la pièce, il la connaît par cœur. Ça, c'est correct. Moi, je sais. j'écoutais les cassettes. Il y avait des cassettes audio que les gars écoutaient avant de reprendre l'année, en fait, la saison. Les gars écoutaient ça, je sais pas, chez eux, dans l'auto. Puis moi, ben, je les avais toutes les cassettes, la 79, la 80, 81. C'est comme des crus. Là. Oui. Puis, c'est des archives, ça? On les a-tu? Oui? OK. Je les ai gardés, non? Non, c'est ça, c'est lui qui les a. On se demande pourquoi il est devenu comédien. Ouais, je m'ai chargé ça. Puis, non, fait que j'écoutais ça avant de m'endormir parce que justement, vu que mon père me manquait, il partait jouer brou, ben moi, le soir, je l'écoutais, fait que j'étais comme un peu avec mon lui Dieu, tous c'est les bien soirs. touchant. Puis j'entendais rire mon peuple pendant toutes ces années-là. Tous les soirs, puis c'était 1000 personnes qui rient, fait que ça m'a mis de bonne humeur pour la vie, on dirait, d'entendre du monde rire. Mais c'est vraiment touchant en même temps parce que c'est ça. Donc, votre père était là toujours, mais en plus, vous entendiez rire les Québécois, les Québécoises. C'est vraiment touchant. Évidemment, on l'a dit, là, en 2006, vous allez faire un record Guinness. Moi, je trouvais ça très drôle. Tout est dans tout parce que Guinness, c'est une bière quand même. Alors, Guinness vous donne la pièce qui a été le plus joué de façon consécutive par la même distribution. Et ça, c'est extraordinaire déjà en soi. Mais pensiez-vous vraiment qu'il y aurait un nouveau groupe qui reprendrait les rênes et continuerait? Parce que là, maintenant, il y a Luc Guérin, il y a Benoît Brière et Martin Drainville qui jouent la pièce. Est-ce que vous pensiez que ça vous survivrait? Je pense, moi, en tout cas, je le pensais. Je pense bien Michel et Marc aussi. Parce que c'était un succès tellement phénoménal. On ne peut pas dire si c'est joué par n'importe qui, ça va marcher. Non. C'est pas ça. Mais quand même, on savait bien que si quelqu'un veut faire un théâtre d'été, il ne peut pas trouver une meilleure comédie que Brou, là, québécoise, en plus. Alors, le théâtre d'été ou une compagnie comme avec Luc et compagnie. Oui, on s'en doutait bien que ça serait. À partir du moment où ça devient un succès, là, vous êtes conscient qu'il y a on de la pérennité. était conscients. Oui, il y en a qui attendaient seulement qu'on arrête de la jouer vous accrochiez vos... sauter sur la chose. Vos patins. Évidemment. Il y a des mauvaises pièces qui sont reprises aussi. Fait que, les bonnes, on s'attend. On s'attend. Ça a-tu été quelque chose qui vous a tenté, Maxime? Non. Non, ça passait pas par là. Non, ben j'ai passé ma vie à essayer de me défaire de l'image de mon père. Je ne vais pas aller rejouer la pièce qui a fait 38 ans. Ça Bonne va être... bataille. Tantôt, on y a fait un peu référence. Vous l'avez joué en anglais, mais d'autres l'ont joué ailleurs dans le monde. Ouais. Ça, on l'a dit, là, c'est universel. C'est finalement une histoire de gars. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'autant en Allemagne qu'en Belgique, on va jouer cette histoire-là. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu? Oui, on était tous les trois à Bruxelles. Oui. Et on était tous les trois aussi à Anvers, où ça a été joué en flamand à ce moment-là. Wow. Et puis, en Allemagne, je m'excuse, c'était plutôt les Flamands de... Ah, je pensais que c'était en Allemagne, excusez-moi. Oui, c'est pas grave. Ouais. Et puis, en anglais... beaucoup. Oui, beaucoup. On a vu une deuxième compagnie qu'on avait partie. Quand on s'est dit, on va aller jouer aux États-Unis, ou en tout cas, on va jouer en anglais un peu, et puis, ça marchait tellement fort au Québec, on s'est dit, bon, on va aller faire un tour, puis on a parti une deuxième compagnie avec Guy Mignot, Marcel Leboeuf, et Patrice Lécuyer. Ah oui? Quand même. Ouais. Ils ont joué, je crois, 250 fois en anglais, en français un petit peu aussi, mais en anglais à Vancouver aussi. Alors, pendant que nous, on essayait de gagner la grosse pomme, eh bien, eux, ils ont joué pendant un bout de temps. Et après, on est revenu, puis là, bon, ça ne nous tempête plus de faire cette expérience-là. Alors, et c'était pas très bon pour Brou d'avoir deux compagnies qui roulaient en même temps. Des succursales comme des Starbucks. C'était pas très bon, on s'en est rendu compte tout de suite. Et puis, bon, ben là, c'est nous qui avons joué le restant de nos jours. Excellent choix. Oui, très bon choix. Mais oui, on était à Bruxelles et c'est vraiment ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a vu la pièce jouer. C'était vraiment bon. C'était trois comédiens vraiment bons. D'ailleurs, ils ont joué la pièce 7 ans. Wow. À Bruxelles et partout en Belgique. Et le lendemain de la première, la critique dans les journaux titrait « La pièce la plus belge en ville ». C'est assez incroyable. Plus belge que ça, tu meurs. Oui, plus belge que ça, tu meurs. Et c'était vraiment le texte québécois.
il avait changé à peu près, adapté des jurons. Oui, des marques, j'imagine. Des choses un peu comme ça. Le lieu, c'était les espèces de bars sportifs que tu as beaucoup en Europe. Puis il ne devait pas faire référence au hockey, ça devait être comme le foot. Non, eux autres, c'était le soccer. Ouais. Puis il y avait il y a toujours dans ce genre de bar-là les équipes sportives, puis les femmes ne vont pas beaucoup là. Alors, c'était un peu peut-être un peu plus aujourd'hui, là, on espère. Peut-être un peu plus là. aujourd'hui, mais puis ça marchait super fort, vraiment. Comment dans le monde, c'est quelque chose de très répandu, le genre taverne. Hein? Oui. Encore aujourd'hui, chez les Grecs, que ce soit à Montréal ou en Grèce, on ne voit pas de femmes là, dans ces bars-là, dans ces petits cafés. Ce sont que des hommes. Et d'ailleurs, ça s'appelle une taverneion. Oui, tout à fait. Alors, en Espagne, c'est un peu pareil. Il y a des repères. Il y a des repères, je les dirais, gars ont besoin de repères. internationaux. Sinon, c'est leur sous-sol. Oui, mais là, il était temps que ça change aussi. Oui, c'est tout un à peu fait. pour ça qu'on a travaillé. Exactement. Mais moi, justement, quand on l'a dit, à un moment donné, vous saviez que ça fonctionnait. Là, vous avez senti que vous marquiez l'histoire. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé, avec Michel, à ramasser les choses, à se dire qu'il y avait un devoir de mémoire? Le sous-sol était plein. Même le Flaguet est patiente. C'est ce qu'on comprend. Ben, tu sais, c'est venu tranquillement, c'est venu un peu tout seul. Je pense pas qu'on soit de grands archivistes, ni un ni l'autre. Et moi, ce soir, je veux rendre hommage à Jean-Claude L'Espérance et à Louise-Claude Urbis, qui ont été nos producteurs exécutifs pendant tout ce temps. Et si vous avez eu des boîtes si bien rangées avec toutes les explications où trouver les choses, c'est vraiment grâce à eux. Nous, on l'aurait eu, tout ça, dans nos sous-sols, mais en vrac. Et vous seriez encore en train de travailler là-dessus. Hélène sera encore en train de travailler avec Annie pour améliorer les choses et la découvrabilité des contenus. Mais est-ce qu'il y en avait quand même un? Moi, je pense qu'il y en a un de vous trois qui était le plus sensible au fait de laisser. On va dire Michel, tiens. Oui, hein? Parce que c'est lui le premier qui a levé la main, en tout cas avec nous, pour dire qu'il y avait de l'intérêt. Oui. Oui, bien ça, il y avait de l'intérêt, bien sûr, mais dès qu'on a cessé de jouer, là, on s'est dit, OK, nous, on savait déjà qu'on ne le reprendrait pas à ce moment-là. Dans 1 an, dans 2 ans, on ne reviendra pas. Donc, on ne voulait pas non plus, je reviens un peu sur le Musée de la Civilisation, on ne voulait pas non plus vendre notre décor ou le donner à une autre troupe. On s'est dit, Garbrou, c'était ça pendant 38 ans, ça sera ça. Et il y a eu l'ouverture avec le Musée de la Civilisation à Québec, qui ont tous pris costumes, décors, accessoires et bien d'autres choses aussi. Et puis la suite logique, c'était tout le reste des archives. Et à ce moment-là, c'est là que vous intervenez. Oui, c'est vraiment extraordinaire. C'est une belle longue histoire. C'est 7 ans. Hein, au premier contact, donc, puis plein d'étapes. Annie nous racontait ça tantôt, plein d'étapes qui ont mené finalement à cette soirée-ci. Quand on regarde dans les boîtes, là, il y a sûrement des choses qui vous touchent plus particulièrement, des souvenirs. Ce serait quoi pour vous, Maxime? Un souvenir de quelle vous? boîte? La 19. Laquelle? La 19. Ah ben là, il faut que je demande à Hélène. Je ne sais pas. Oui, celle que vous voulez. Un souvenir. Ah, mon Un Dieu. souvenir. Un souvenir. Peut-être J'en les ai cassettes. tellement. Mon souvenir ne se retrouve pas dans une boîte. C'est ma présence Ouais, c'est ça. lors des spectacles. Mais les cassettes, moi, je trouve que ça m'a beaucoup touchée tantôt. Là. Ouais. Donc, d'écouter les cassettes. Ben, il y a ça, il y a d'avoir été dans les coulisses tout le temps avec Clément Desrosiers, qui était accessoiriste, puis avec Michel Tremblay, qui était régisseur, puis il me faisait tourner l'aiguille au début, la fameuse aiguille de l'horloge de broue du décor. Ben, c'est moi qui tournais l'heure. Des souvenirs, Il me faisait faire des trucs. Il me donnait des cues. Ce qui aurait pu me donner envie de devenir régisseur, mais finalement, non. J'ai décidé d'être acteur. Mais j'ai décidé d'être acteur parce que ça m'a influencé de voir ces 3 gars-là. Je me suis dit, ça a l'air vraiment le fun comme métier. Je te dirais, c'est toute l'expérience, de se rendre compte. On s'en rendait compte à l'époque, mais aujourd'hui encore plus, quand on voit ça, à quel point ça a été un succès formidable, comme l'a dit Marc tantôt. Oui. Tellement gros, là, pour le Québec. Oui, une connexion avec les Québécois. Je pense que n'importe quel pays, ça serait gros, mais au Québec,
Réussir ça, sais, 3322 représentations. 3 millions de spectateurs, j'allais dire de téléspectateurs, de spectateurs, c'est encore plus impressionnant. Ils n'arrivent même pas à faire ça avec des bye-bye des fois à la télé. Fait que- Puis je me dis, l'équivalent en France, ça serait quoi, 30 millions de spectateurs? C'est quasiment la moitié de la population active du pays. là, Exactement. C'est quand même incroyable. Ah non, c'est... Ouais. Incroyable. Là. Applaudissez. Mais je crois toujours, j'aime beaucoup dans les archives, enfin dans les trucs qu'on a, la collection d'affiches, Oui. tous les cahiers de tournée qu'on a, j'en ai une pile. Ça, d'autres, c'est année par année, tous les spectacles qu'on a faits, quand est-ce qu'on était sur la route en déplacement, quand est-ce qu'on revenait à la maison, qu'on avait un congé. C'est fabuleux de regarder ça. Ça a été fait avec tellement de minutie par Michel Tremblay, d'ailleurs. Alors, ça, tu sais. Puis bon, tout le reste des archives, les souvenirs incroyables, les objets promotionnels, Oui. les photos. Tantôt, vous parliez des photos. Oui. Il y a eu tellement de photos. Ça aussi, il faudrait que je me remette là-dedans parce que j'en ai sûrement oublié. Ben, éventuellement, on va numériser. Vous pourrez regarder ça à bon escient. Marc, avez-vous un souvenir dans ces... Ben moi, dans ce que vous avez à un moment donné, légué? les boîtes elles sont atterries, ils sont ramassés dans mon garage. Alors, j'ai pu, à un moment donné, aller fouiller dans les boîtes. Et je voyais, écoute, j'ai vu des années, et puis j'en revenais pas à quel point cette pièce-là a eu du succès. Et tout ce qui s'est dit, des caricatures, des articles, des chroniques, c'était incroyable au fil des années. Et quand tu regardes ça, nous, c'est une partie de notre vie. Oui, c'est ça. Tu sais, nos enfants, moi je me rappelle, mes enfants sont venus très jeunes voir Brou. Tu sais, il y avait 5-6 ans, ils voyaient 2 sketchs, puis après ça, ils s'en allaient, tu sais. D'ailleurs, moi, ma fille, la plus jeune, a dit « J'ai jamais vu plus que la première partie. » Elle était trop petite. Elle ne Elle pouvait a pas rester arrêté, longtemps. elle avait, je pense, C'est ça. Ça 10, finissait 11 tard ans. le soir. Oui, c'est ça. Elle ne pouvait pas rester 11 debout aussi tard que Des ça. enfants plus tard, là, bon. Mais en tout cas, non, c'est toute une partie de notre vie. C'est ça qui est absolument impressionnant et c'est très touchant quand on regarde ça. C'est comme si on voyait, et c'est rare qu'on peut faire partie d'un projet qui dure aussi longtemps que ça. Vraiment. Puis on a toujours dit, mais tu sais, franchement, Michel, Marc et moi, notre amitié, qui ne s'est pas démentie au fil de ces 38 années de Brou, mais il y en avait d'autres avant, d'autres années de théâtre aussi. Et puis ça qui est demeuré solide tout le long, franchement, chapeau à nous trois. Ben, c'est là Parce qu'il a tous exploit un fallu, peu, à je un moment trouve. donné, qu'on mette de l'eau dans notre Bien vin, sûrement. c'est Ouais, sûr. ouais. C'est pas toujours gai non plus, mais en général, c'était très gai. Non, on s'est toujours entendu pour jouer Brou de la façon qu'il fallait le jouer. On se disait tout le temps, ce soir, on joue le livre. Ça voulait dire, on retourne à la base, puis on joue vraiment ce qui était. Puis on a toujours eu vraiment une connivence sur scène. Puis bon, écoute, on s'est super bien entendu. C'est sûr qu'on est très différents, puis on a des caractères différents. Puis des fois, il y a eu surtout quand on était plus jeune, il y avait des petites frictions parce qu'on était coq un peu. Pour vrai. Hey, dis pas ça quand je fais ça, puis dis pas ça quand je fais ça, puis tu peux pas dire... Il y avait des petites affaires comme ça, mais tu sais, c'est tout à fait normal. Des petites susceptibilités. Mais au fond, hein? Des petites susceptibilités. Des petites susceptibilités, mais on s'aimait beaucoup, puis on s'aime toujours, et c'est ça qui est demeuré, en fait. C'est ça qui est beau, Très beau. dans le fond. Ben, Tout ça pour ça. exactement. Puis j'allais dire, dans le fond, ce que vous nous léguez, c'est un peu vos boîtes de secrets de famille. Ouais. Hein? Parce que tantôt, je pense que c'est Maxime qui a dit, c'était comme la famille. Effectivement, je pense que si on avait pu réunir toutes vos familles, vous êtes probablement tous interreliés, vous connaissez les histoires des uns des autres. Alors, on est vraiment privilégiés. Je peux vous dire qu'on va en prendre soin de ces secrets de famille. On va tenter aussi de les rendre le plus accessible possible aux Québécois parce ils ont tellement aimé la pièce. Ils continuent de l'aimer d'ailleurs. Fait que je trouve ça très important de vous dire un immense merci. Et pour marquer le coup, je vais demander à Annie et Hélène de venir vous porter un petit souvenir pour que vous partiez quand même avec une partie de ce que vous nous avez offert. Oh, Voilà. mon Dieu! Ben, c'est gentil. Merci. Je pense que c'est mieux de le donner à ton père. Oui. Ouais.
Bien, je vais vous laisser tous les trois pour les photos et un immense merci. Vraiment. Merci beaucoup.